Calédonie, de façon très claire, on n'a aucune trace avant l'arrivée de pirogues portant des gens qui ont une culture que les archéologues appellent la culture lapita. Cette région-là va voir au fur et à mesure du temps les sociétés évoluer, se transformer, s'enraciner, se complexifier pour aboutir à des traditions culturelles qui seront celles vues par les premiers Européens. Rejetés par les volcans de la ceinture de feu en éruption, portés par les vents à la recherche de terres accueillantes, des Austronésiens, premiers navigateurs connus dans l'océan Pacifique, accostent à l'ouest de la Grande Terre calédonienne. À la suite de recherches archéologiques et de la mise au jour de poteries à lapita datées de 1000 ans avant Jésus-Christ, on peut affirmer que toutes les populations qui sont installées ici, à l'origine, sont arrivées à peu près à la même époque. La découverte de pétroglyphes, des signes étranges gravés sur la pierre en divers endroits de l'arc mélanésien, nous confirme qu'il s'agit de populations qui ont voyagé entre la Nouvelle-Guinée, les îles Salomon, la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie il y a près de 3000 ans. Toutes les langues kanak, toutes les langues du Vanuatu, toutes les langues de Fidji ont leurs racines, c'est-à-dire le début de leur histoire, dans les langues qui étaient parlées par les populations lapita. Et donc les plus anciens ancêtres des Mélanésiens du Sud, ce sont ces groupes lapita, sans bien entendu oublier qu'au fur et à mesure du temps, il y a d'autres pirogues qui sont arrivées. La première pirogue qui arrive n'est pas la dernière. La grande invention qui va permettre le déplacement des hommes, c'est les pirogues à double coque. C'est-à-dire que c'est des pirogues qui vont être bien à 3 mètres au niveau de la mer. Ce sont des pirogues immenses et qui vont permettre d'avoir toute une faune et une flore à l'intérieur et qui vont permettre que quand les gens vont arriver, ils ont déjà des provisions et de quoi se nourrir et manger. Les ancêtres des Kanaks sont venus avec des plantes qui leur étaient utiles. On pense bien entendu à alimentaire, mais on pense aussi à médicinal, colorant, fibres, plantes magiques. Et on pense en particulier aux 2 plantes symboliques que sont le taro et l'igname. Mais ils ont amené aussi la canne à sucre, ils ont amené aussi le cocotier, ils ont amené un certain nombre de plantes qui leur a permis de développer leur propre okoumène, c'est-à-dire leur propre mode de vie en Nouvelle-Calédonie. Souvent, pour parler de l'histoire des Kanaks avant l'arrivée des Européens, on a pour habitude de dire que les Kanaks vivaient dans des pays Kanaks. Quand on dit qu'ils vivaient dans des pays Kanaks, c'est-à-dire qu'on fait référence à des territoires distincts sur lesquels s'exerçaient des autorités distinctes. Et donc ça irait plutôt dans le sens de dire que avant, grosso modo, l'arrivée des Européens ou avant les années 1960, il n'y avait pas de peuple kanak. C'est-à-dire d'individus qui avaient conscience d'appartenir à un ensemble homogène, partageant des caractéristiques communes. Mais je pense que la vérité, c'est qu'on ne sait pas encore aujourd'hui quelle pouvait être la conscience qu'avaient les Kanaks au XIXe siècle de leur identité et de leur appartenance ou pas à un ensemble cohérent. Plus tard, d'autres vagues de population arrivent et fusionnent peu à peu avec les autochtones. C'est la naissance du peuple premier. Au fil des siècles, l'implantation de nouvelles populations de commerçants contribue également à enrichir les échanges entre familles et un nouveau brassage de populations. Le peuple premier occupe la Grande Terre et les îles de l'archipel. On assiste alors à la mise en place d'une structure sociale complexe. Avant l'arrivée de l'Évangile, il n'y a pas la pensée politique, la pensée religieuse et la pensée économique.
On a affaire à des mondes où tout s'imbrique l'un dans l'autre. L'homme, la terre, les divinités sont trois éléments qui sont liés. Quand les premiers hommes arrivent ici dans le pays kanak, ils arrivent avec leurs divinités. Et les divinités, il n'y en a pas qu'une seule, hein, comme dans la religion chrétienne. Ici, il y a plusieurs dieux. On assiste à une multiplicité de dieux. Donc, chaque groupe d'hommes, les clans, donc on appellera les clans, ont leur propre dieu. Ceux qui habitent au bord de mer, ils auront même leur propre sortilège ou leur propre magie pour pêcher du poisson. Ceux qui vivent dans les montagnes, pour cultiver, pour chasser. Donc, on a affaire à des groupes où chacun a son propre dieu. Vraisemblablement que par le biais des alliances, etc., il y avait déjà des relations entre les groupes, les différents groupes kanaks installés partout. Voilà. Mais toute la difficulté est de savoir si ces relations avaient une intensité, par exemple, suffisante pour permettre déjà de constituer quelque chose qu'on pourrait appeler un peuple. À partir de ce noyau de départ, et malgré l'arrivée d'autres groupes, on a en fait une recherche de diversification culturelle qui va en parallèle à une augmentation démographique naturelle dans un archipel qui n'a pas la malaria, contrairement au Vanuatu, aux îles Salomon, c'est-à-dire où les gens ont dû s'adapter à avoir des enfants sans en faire nécessairement trop, parce que ces enfants ils mourraient pas à cause de la malaria. Et ce que l'on constate, c'est que au bout d'à peu près 1000 ans, un petit peu plus, la Calédonie rentre dans une forme de crise culturelle. Jadis, les gens donc, qui sont venus d'ouest en est faisaient des sauts de puce. Donc ils s'installaient, ils arrivaient dans une île qu'ils ne connaissaient pas, ils s'installaient, ils commençaient à faire des cultures, la démographie prenait de l'ampleur, et lorsqu'il y avait trop de gens par rapport au foncier disponible, ils décidaient un peu à la manière des abeilles, d'essaimer. Donc il y a une partie qui restait, et puis d'autres qui décidaient de partir à l'aventure plus loin. Donc ils construisaient de nouvelles embarcations, et prenaient avec eux les plantes utiles, et ils continuaient plus loin vers l'est. Mais ça s'est échelonné sur des milliers d'années. Et donc se fait au cours du premier millénaire après Jésus-Christ, c'est-à-dire le milieu de la chronologie, une période de crise qui est en particulier caractérisée par une diminution très importante des échanges entre la Grande Terre et les îles Loyauté. C'est une période qui est compliquée, où probablement on a des tensions à un niveau politique. Jusqu'au moment où un certain nombre de gens se rendent compte que le problème, c'est pas qu'il y a trop de monde et pas assez de terre. Le problème, c'est que la terre est mal utilisée. Et sur la Grande Terre, ces groupes inventent les bases de l'agriculture kanak. Ce processus d'intensification des structures horticoles va obliger les gens à repenser toute leur société. Vous allez donc devoir créer une organisation sociale qui vous oblige à être plus large que la famille nucléaire. Et donc vous allez créer une organisation clanique. Du coup, vous allez créer des pays. Les pays, ça va être des ensembles de vallées, où les gens vont être en lien, d'alliance les uns avec les autres, ce qui va naturellement créer une forme de chefferie. Et donc vous allez complexifier ces structures politiques, sociales, symboliques. Et à partir du moment où vous êtes dans des systèmes qui sont relativement équilibrés, en fait, ces systèmes ont tout intérêt à créer des alliances. Pour symboliser ces réseaux d'alliances, on va créer des objets. Ça va être la hache ostensoir, ça va être les monnaies kanak. La monnaie kanak, elle fait partie des objets symboliques de la culture kanak et on les retrouve principalement dans les échanges cérémoniels comme
la naissance, le mariage, le deuil, et servait de sceau entre les échanges, les actes coutumiers. Ça permet de faire aussi la relation entre le monde des esprits et le monde des vivants. Et du coup, vous allez avoir effectivement, à l'arrivée des Européens, un système qui est un système complexe, qui a la capacité d'accueillir des étrangers. Et les traditions orales racontent l'arrivée de gens du Vanuatu, l'arrivée de gens de Polynésie. Et du coup, on est dans quelque chose où on a recréé du réseau qui est un réseau en fait d'ordre régional. Partout sur la Grande Terre et les îles, les clans organisent leur territoire. La population se répartit naturellement sur l'ensemble du pays. À la base, la fléchetière, elle représente l'aîné du groupe. Donc il faut savoir que dans chaque clan, on a une lignée des aînés, et des lignées cadettes et des lignées puinées ou benjamines, donc qui regroupent l'ensemble d'un clan. Donc le chef est l'aîné de la lignée des aînés dans la société kanak. Et la fléchetière représente l'ancêtre de la lignée des aînés. On dit de la région de Wailou, les Pain-Oro. Les Pain-Oro, ce sont l'ensemble des ancêtres du groupe. Donc c'est de génération en génération, la fléchetière est confectionnée pour être mis au regard de tous les autres clans au fait de la grande case. La grande case des hommes. Mais il faut signaler aussi que le chef, il a sa case particulière, du même type que la grande case qui est la maison des hommes. Donc la représentation du visage, c'est la représentation de l'ancêtre, de l'aîné de chaque clan. Les siècles passent. James Cook croise par hasard au large de la Grande Terre en 1774. Il lui donnera le nom qui sera inscrit sur les cartes, New Caledonia. Lorsque les Européens ont commencé à parcourir le monde, c'est d'abord les Espagnols et les Portugais qui étaient deux petits pays, mais c'était des puissances maritimes formidables. Et c'est eux qui sont venus d'abord dans le Pacifique. Mais ensuite, il y a eu les Hollandais qui ont découvert beaucoup de choses, bien sûr, en particulier l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Et puis ensuite, les Anglais. Les Anglais, ça a été des grands navigateurs, des explorateurs. On connaît les grandes explorations qui avaient été ordonnées par Louis XVI, par exemple en France, avec les expéditions La Pérouse. Et on sait qu'à l'époque, c'était vraiment revenir avec des nouveautés botaniques, des nouveautés faunistiques, apportant aussi bien quelque chose d'économique et de sociétal à l'ensemble de l'humanité, en fait. La Calédonie n'était pas sur les chemins, sur les routes de grande navigation, parce que les gens passaient soit au nord, soit au sud. Et passaient au sud de l'Australie ou au nord de l'Australie par la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et il y avait des courants importants, des vents importants.
tout à fait au sud, c'est le 40e régissant. Ça permettait à ces grands voiliers de naviguer sans problème. Mais la Calédonie a été une des dernières îles découvertes, par hasard même, puisque lorsque James Cook l'a découvert le 4 septembre 1774, il était au Vanuatu, il est tout à fait au nord, il était à l'île Espiritu Santo. Et en quittant Santo pour rejoindre la Nouvelle-Zélande, il était obligé de tomber sur la Nouvelle-Calédonie. Baleiniers, santaliers et commerçants aborderont eux aussi la terre de Nouvelle-Calédonie sans toutefois s'y installer. 1840. Ce sont des missionnaires protestants surnommés les Teachers qui tentent l'évangélisation de la Grande Terre et de l'île des Pins. Mais de tels changements fondamentaux en matière de croyances religieuses et la mise en danger du pouvoir des grands chefs passent mal auprès des populations. Il faudra attendre la conversion des chefs eux-mêmes pour que les Teachers s'implantent définitivement dans les îles. Les missionnaires catholiques maristes, comme les protestants, arrivent dans le pays quelques mois après. Ils lutteront contre la polygamie ou l'anthropophagie. Mais en 1847, la mission de Balade sera attaquée par les clans les plus radicaux. Cependant, les missionnaires seront persévérants et reviendront à Balade en 1851. C'est un évêque, Monseigneur Douard, qui prend réellement possession de la Nouvelle-Calédonie afin de ne pas laisser le champ libre aux Anglais et surtout aux protestants. Mais il faudra attendre l'arrivée du contre-amiral Février des Pointes pour entériner la prise de possession bien plus tard, en septembre 1853. La France est un pays majoritairement catholique. La toute nouvelle autorité coloniale décide alors que seuls les missionnaires catholiques seront autorisés à s'installer sur la Grande Terre. Voilà, là vous avez devant vous là, le vieux grand chef, Amambili Waoulo Tiaou, celui qui a amené la religion catholique en 1856 à Bénin. Avant d'arriver à Belém, le père l'a dit, il faut que c'est toi qui dois être baptisé le premier. Il faut te défaire de ce que tu as. Il faut laisser tomber ta magie. Le grand chef l'a dit, non, jamais je vais arriver. Après, il est devenu malade après, le grand chef. Et puis le père l'a dit, maintenant tu vas, je vais te baptiser. Il faut avoir le courage, il faut que tu pries. Bon, il s'est fait baptiser, d'abord il s'est fait baptiser dans la nuit. Et la conversion du chef, c'est assez classique, amène très rapidement à la conversion des sujets de l'île Art, parce qu'à Belep, il y a 2 îles. Parce que le père aussi, il sait qu'il doit d'abord convaincre le grand chef. Après, c'est facile à avoir les sujets après. Voilà. Il faut que le grand chef donne l'exemple. Parce que la population, ils étaient tellement dans le cannibalisme. Voilà. Ils étaient des guerriers, quoi. Ils passent leur temps à faire la guerre. À chaque fois, ils se déplaçaient sur la Calédonie, faire la guerre avec les chefferies limitrophes. La croyance, c'était pas comme aujourd'hui. Les Kanaks croient à l'ancêtre commun du clan ou de la famille, voilà. Parce que dans chaque clan, dans chaque famille, il y a le cimetière des ancêtres. Voilà. Avec la religion catholique, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et puis nous, de notre côté, le Kanak, c'est l'ancêtre, c'est le maître de la nature, voilà, de la pêche, voilà. Le maître de la guerre, c'est lui qui va, voilà, c'est lui. On est obligé d'aller considérer l'ancêtre quand on va, voilà. Les anthropologues et les historiens ont marqué le début de l'impact occidental comme étant l'arrivée des teachers protestants et des missionnaires, donc dans les années 1840. Et on a cru qu'entre James Cook et puis l'arrivée des missionnaires et des teachers, en fait, quelque part, il ne s'était rien passé. Les gens étaient continués à vivre de façon normale. L'archéologie montre que la rupture
elle se fait en fait bien avant l'arrivée des missionnaires. Elle se fait probablement dès la fin du XVIIIe siècle, parce que les navires européens qui touchent la Calédonie, comme partout ailleurs dans le Pacifique, même si ces touchés sont relativement courts, on a de toute évidence l'introduction de maladies. L'archéologie aujourd'hui permet de relire de façon tout à fait salutaire, j'allais dire, les écrits des missionnaires, les écrits des premiers Européens, qui décrivent pas du tout une société kanak stable, nombreuse, etc., mais qui décrivent au contraire une société qui est en guerre, qui a l'air d'être en crise, où les gens se déplacent, où vous avez toute une partie du paysage qui est abandonnée, où toute une partie des tribus n'existe plus. Ça permet de mieux comprendre, en fait, le processus d'évangélisation. Et partout dans le Pacifique, la maladie n'est pas vue comme quelque chose de médical. Qu'est-ce qu'ils disent les missionnaires? Les missionnaires, ils disent il faut que vous soyez convertis avant de mourir, parce que sinon vous allez en enfer. Il y a une volonté des populations à accéder à la nouvelle religion, à ses valeurs, à ses principes. Et les missionnaires n'ont pas de mal, en tout cas c'est ce qu'on lit dans leur courrier, à modifier complètement justement la vie traditionnelle de l'île, puisque pour les isoler de leur superstition, c'est comme ça qu'ils disent, ils vont déplacer les gens dans l'île, ils créent un village autour d'une église, ils vont scolariser les enfants, des religieuses vont arriver à ce moment-là pour s'occuper des filles, les enfants vont même être rapidement mis en internat, parce qu'il faut les isoler de leurs parents qui pourraient encore leur transmettre des croyances fausses. Et donc la réduction Maris fonctionne sans souci. Et on est en présence d'une petite théocratie. Tout tourne autour de l'église et du missionnaire, qui en plus organise les tâches. La mission, le vicariat a du mal à subventionner ses missions, parce qu'il y a très peu d'argent. Et donc les gens doivent subvenir aussi à leurs besoins. Donc non seulement il y a le quotidien religieux, la prière, le rite de la messe, donc l'autorité du prêtre, les religieuses qui scolarisent, qui catéchisent, et plus la vie quotidienne où on délimite des espaces de culture, les prêtres vont introduire de nouvelles plantes, les légumes issus d'Europe, donc il va y avoir aussi toute une introduction à la société occidentale, et qui se passe apparemment de façon très, très sereine. La France de Louis-Philippe se trouve dans une situation compliquée. Insurrection et attentats, crise économique. La monarchie vit ses derniers soubresauts. La révolution de 1848 y met fin et la constitution de la Seconde République est promulguée. Le tout nouveau gouvernement du prince-président Louis-Napoléon Bonaparte s'installe au pouvoir. Nous entrons dans l'ère industrielle et cette Europe du 19e siècle a besoin de matières premières. Il faut renforcer l'implantation des colonies qui en regorgent, mais il faut aussi mater les groupuscules ennemis de la République et du pouvoir. Le bagne de Guyane connaît de graves difficultés, avec des épidémies mortelles et une administration déficiente. Napoléon III décide alors de créer le bagne de Nouvelle-Calédonie. Pour ces bagnards, la peine à accomplir hors du territoire métropolitain est conçue pour ne jamais permettre le retour des condamnés dans la mère patrie. D'autant que la colonisation de peuplement du territoire peine à se mettre en place. Depuis quelques années déjà, plusieurs milliers de néo-zébridais ont émigré vers la Nouvelle-Calédonie. Ils sont venus travailler pour les commerçants du bois de santal ou de la bêche de mer. Mais avec le besoin de main-d'œuvre, leur situation va changer terriblement. Les premiers forçats arrivent en Nouvelle-Calédonie au mois de mai 1864. 26 630 bagnards viendront ainsi peupler la Nouvelle-Calédonie pendant les 30 années d'existence de cette colonie pénitentiaire. Ces bagnards ont construit des routes, travaillé dans les mines, et ont largement contribué à l'aménagement du territoire. Ils ont même construit de leurs mains leur propre bâtiment pénitentiaire.
Ces bâtiments, à l'époque du bagne, c'était les dortoirs des bagnards et contrairement à une légende qui a la vie dure, les bagnards ne dormaient pas par terre sur la paille humide des cachots, ils dormaient dans des hamacs. Devant les anciens dortoirs des bagnards, nous avons le boulevard du crime. C'était son nom exact à l'époque du bagne, parce que c'est au bout que l'on sortait la guillotine pour raccourcir les bagnards, suivant l'expression employée à l'époque par l'administration. Et dans ces ateliers du bagne, c'était tous les bagnards qui travaillaient le fer au rez-de-chaussée, parce que c'était le plus lourd, et le bois au premier étage, et qui fabriquaient tout ce dont la paix avait besoin pour construire tous ces bâtiments sur l'île Nou et dans Nouméa. Il faut imaginer qu'avant l'arrivée des bagnards, toute cette partie plate occupée par l'hôpital, c'était un gigantesque marais, c'était de la mangrove. Les bagnards ont remblayé tout ça à la brouette, comme d'habitude, et ensuite ont commencé à construire tous les bâtiments pour créer l'hôpital du bagne. Alors, à l'époque du bagne, ce bâtiment faisait partie de l'hôpital. C'était un bâtiment cellulaire et non pas une prison, comme le raconte la légende aussi. Dans ce bâtiment cellulaire, c'était uniquement les bagnards qui étaient fous et contagieux et qui étaient enfermés dans des cellules. Ça, c'est le costume officiel des bagnards français. Ils étaient habillés tout en blanc. Ils avaient aussi une chaîne. C'était une punition. Quand ils avaient volé de la nourriture, bagarré, etc. Ce qui ne les empêchait pas de travailler, c'était une punition supplémentaire. Donc même avec la chaîne, ils continuaient toujours à casser des cailloux, à rouler la brouette, etc. De ce côté-ci, vous avez 12 cellules simples. Et dans ces cellules simples, eh bien, c'était les bagnards qui étaient un petit peu fous, un petit peu contagieux, qui étaient soignés, bien sûr. Quand ils étaient guéris, eh bien, ils retournaient aux travaux forcés. Et quand leur état s'aggravait, parce qu'à l'époque, on ne savait pas soigner la folie et toutes ces maladies contagieuses, quand ils sortaient de ces cellules, ils sortaient les pieds devant. Maladie infectieuse due à une bactérie. La lèpre a toujours représenté une menace. Et les lépreux se sont retrouvés de tout temps mis au banc de la société. Aussi, quand elle fait sa réapparition au XIXe siècle, les malades vont se retrouver de nouveau exclus et rejetés. C'est ce qui va se passer en Nouvelle-Calédonie, où le premier cas de lèpre date de 1883. Sur la Grande Terre, l'administration de la colonie cherche un endroit isolé pour éloigner les lépreux. Situé à l'extrême nord de notre territoire, Bélep va devenir l'endroit idéal. Mais ce sera aussi un véritable drame pour ses habitants. Alors nous sommes à une époque où la lèpre devient vraiment un sujet de préoccupation. On trouve par exemple dans le rapport d'un médecin que sur un chiffre de 20 000 Kanaks, on estimerait que 4 000 sont lépreux. Donc il y a une contamination inquiétante quasiment de l'ensemble de la Grande Terre. On trouve même des cas à Bélep et pas de solution efficace. Avant la création de la léproserie centrale, il y a d'autres léproseries qui sont en place aux alentours de Nouméa, mais le problème, c'est d'y amener les malades. Et donc la colonie décide que Bélep eh bien, est le lieu idéal, loin, isolé. Donc on est sûr qu'une fois que les malades y seront, ils y seront vraiment à l'écart et ne contamineront personne. Pour gérer cette léproserie centrale, la colonie a inscrit à son budget une somme de 60 000 francs. Une somme qui apparaît très vite insuffisante pour entretenir le personnel chargé de s'occuper des malades. L'administration décide alors de confier ces malades aux prêtres et religieuses de la mission mariste. La léproserie a été située à l'endroit où les gens, la capitale de Bélep, c'est Ouala. Voilà, c'est en plein centre de Ouala. Là où il y a encore les cimetières, c'est à Ouala. La léproserie s'installe dans les locaux de la mission mariste. Donc pour eux, ça les intéresse bien puisqu'ils se maintiennent sur place et donc ils auront plus la charge, eux c'est leur préoccupation, d'accompagner dans une mort chrétienne les lépreux qui sont de toute façon condamnés à mort. C'est une maladie qu'on ne soigne pas à l'époque. Une léproserie, c'est simplement un cantonnement où on essaie d'aider au mieux les gens jusqu'à ce qu'ils décèdent.
Entre 1892 et 1898, la population de Bélep se retrouve exilée sur la Grande Terre, quasiment en situation de disette. C'est souvent le vicariat qui donne des fonds pour pouvoir permettre d'acheter un petit peu de nourriture, parce que cyclone, sécheresse, etc. ne permettent pas de nourrir le groupe. La léproserie centrale de Bélep finira par fermer. Commence alors pour les Bélémas exilés à Balad leur rapatriement sur leur île d'origine. Quand le groupe rentre de la région de Balad, ils s'installent, ils reprennent leur marque dans ce qui était leurs habitations, leur église. Le missionnaire se réinstalle dans son logement et donc il n'y a plus personne quand ils arrivent, mais personne n'a nettoyé. Ils n'ont pas attendu pour que l'île soit désinfectée. Ils sont rendus quand même là-bas. Après, ils sont contaminés. Ils étaient contaminés en plus. Les Bélémas vont être touchés de façon très aiguë par la lèpre dans la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, puisque les prêtres vont mettre un certain temps à comprendre que leur communauté est en train d'attraper systématiquement la lèpre, à utiliser les mêmes livres que les enfants, les mêmes bandes que ceux qui étaient utilisés par les lépreux, etc., les mêmes cases aussi. Et donc ils vont mettre un temps certain à décider d'une décontamination. 1864. Un ingénieur des mines prospecte sur le territoire calédonien. Jules Garnier découvre une roche verte. La terre de Nouvelle-Calédonie regorge de nickel et de cobalt. Dans quelques années, le minerai de nickel changera profondément la vie des Calédoniens. Mais dans un premier temps, des mineurs privés louent les bagnards pour travailler à la pelle et à la pioche dans des mines ouvertes par des particuliers. Contrairement à la Guyane, les bagnards envoyés en Calédonie, l'objectif c'est de les réhabiliter. C'est-à-dire qu'une grande partie d'entre eux finissent par devenir des agriculteurs. Agriculteur, ça veut dire avoir de la terre. Avoir de la terre, ça veut dire qu'il faut bien la prendre à ceux qui l'ont. C'est pas très grave, puisque ceux qui l'ont, ils sont en train de disparaître. Et donc vous voyez le lien entre les différents éléments qui va faire que le processus de spoliation foncière va être un processus qui va créer le nœud du drame calédonien, parce que d'un côté vous avez un peuple autochtone qui vit une catastrophe démographique et culturelle et qui en même temps se retrouve spolié de sa part identitaire liée à des terres et des endroits et des lieux. Et d'un autre côté, ces terres et ces lieux, ils sont occupés par des gens qui sont arrivés dans ce pays les chaînes aux pieds et qui ont quelque part jamais demandé à devenir agriculteurs. Pendant ce temps, les bagnards arrivent par bateaux entiers et l'administration pénitentiaire doit faire face à un besoin croissant de place. C'est plus au nord de la Grande Terre que l'administration décidera de nouvelles implantations. Pour sa situation stratégique, la région de Teramba sera choisie par les autorités. Et puis après, au fil des années, on commence à chercher des endroits pour pouvoir les installer en brousse. Alors le premier lieu qui est choisi et retenu en brousse, c'est Bourail, donc un peu plus au nord de Teramba. Et puis en 1867 et enfin en 1870, donc le gouverneur Gauthier de la Richerie, comme je vous le disais, choisit d'ouvrir un établissement supplémentaire qui soit situé entre Nouméa et Bourail, notamment pour que les bateaux, les convois qui amènent les condamnés depuis Nouméa jusqu'à Bourail puissent avoir une halte dans cette baie. Et puis autour de l'établissement, on repère les endroits où on va pouvoir établir des condamnés à la terre, puisque c'est ça l'objectif. Il y a deux volets. Il y a l'accomplissement de la peine, c'est une chose, et puis il y a aussi surtout l'envie et l'idée de coloniser et de peupler avec l'élément pénal. Et sur un site comme Teramba, donc sur ce pénitencier-là, on va avoir en moyenne 300-350 condamnés. Voilà. Et puis par roulement, évidemment, au final, seront passés à Teramba un peu plus d'1 millier de condamnés. Sur Teramba, on est quasiment, on va dire, en semi-liberté.
Donc les condamnés ne sont pas enfermés dans des cellules, ils sont placés dans des dortoirs, donc ce n'est pas de l'enfermement permanent. La journée, on travaille, hein, on est sur les chantiers, sur les activités. Le soir, on rentre dans les dortoirs. Et donc, évidemment, ça entraîne un certain nombre d'évasions, en tout cas de tentatives d'évasion. Bien, effectivement, il y a eu des cas, je prends le cas de Terimba, en 1879, il y a eu 11 évadés qui sont sortis des dortoirs le soir. Et donc, on volait une chaloupe, et puis on prit le large. Et puis, plus rien. Plus rien jusqu'en 2015. Et en 2015, on a eu la surprise de voir arriver un monsieur d'un certain âge avec son épouse. Et en fait, c'était le petit-fils de l'un d'entre eux qui venait nous raconter la fin de l'histoire, en quelque sorte. C'est-à-dire que les 11 avaient bien réussi, donc au bout de 3 semaines, à atteindre l'Australie, et de façon un peu exceptionnelle, à être autorisés par les autorités anglaises à l'époque à rester vivre en Australie. Il y a un premier élément à prendre en compte, c'est que si on est condamné à plus de 7 ans de travaux forcés, il n'y a pas de retour possible en métropole. Donc ceux qui sont condamnés à moins de 7 ans, et ils sont très peu, à peine 10% des 22 000, ont le droit, une fois fini leur peine, de rentrer à condition de rester un nombre égal d'années libres, sous contrôle, en Nouvelle-Calédonie. Donc celui qui est condamné à 5 ans doit automatiquement faire 10 ans avant de pouvoir rentrer. Maintenant, pour ceux qui sont condamnés à plus de 7 ans, il n'y a pas de retour possible. Et à partir de là, il y a 2 solutions. Soit le condamné, par son comportement, finit par obtenir une petite concession de terre et s'installe et cultive ou reprend une activité artisanale, très bien. Ou bien ce condamné finit son temps sans avoir été suffisamment méritant pour obtenir le petit lot de terre. Il est libéré, mais sans possibilité de retour, et doit donc désormais, une fois libéré, subvenir à ses besoins en trouvant à se faire embaucher quelque part. Voilà. Le premier bateau qui arrive ici avec des bagnards en 1864, il y a un Arabe dessus, il y a un Algérien. Le dernier bateau qui arrive en 1897, je crois que c'est plus d'un tiers des bagnards qu'il y a dessus qui viennent d'Algérie. Entre 1864 et 1897, 2106 Maghrébins originaires, en grande majorité d'Algérie, seront envoyés en Nouvelle-Calédonie. Parmi eux, on dénombre plus de 1800 condamnés de droit commun. Les autres sont des déportés qui ont participé aux révoltes contre l'autorité française. Comme le prévoit la loi, ils devront rester définitivement dans ce pays et ne jamais revoir ni le sol natal, ni leur famille. Mon grand-père est un déporté, venu d'Algérie, de Constantine exactement. Et il est arrivé en 1894, il avait 20 ans. Mon père est arrivé dans le dernier convoi en 1897. Il venait de Constantine. Je suis arabe du côté de mon père et ma mère. Mon père, il est de la Khouat et ma mère, elle est de Bishkela. Mon grand-père, soi-disant qu'il est venu ici, c'est pour la colonisation de la France en Algérie, quoi. Il s'est battu là-bas, puis alors son premier chef de guerre, ça a été Abdelkader. Abdelkader a disparu, après ça a été Mokrani. Et Mokrani s'est rendu, puis alors là, ils ont été pris, puis envoyés en Calédonie, comme bagnards. Ouais. L'histoire, elle a toujours été taboue sur les déportés arabes. Moi, je pense qu'ils ne voulaient pas raconter leur condamnation. Parce qu'il y en avait qui avaient des condamnations dures. Hein. Mais il fallait peupler la Calédonie. Un des objectifs de la France, c'était de pouvoir amener ici des gens qu'on pourrait à un moment ou à un autre faire devenir des cultivateurs, des colons. Cela permettait également
en Algérie, d'une part de se débarrasser des fauteurs de troubles, en particulier des fauteurs de troubles qui défendaient leurs terres, et de récupérer une masse d'hommes dont certains pourraient, puisqu'ils étaient déjà paysans, pourraient faire des paysans efficaces dans le cadre du processus colonial. Libérés à la fin de leur peine, les bagnards algériens vont se voir confier des concessions rurales par l'administration pénitentiaire. Commence alors pour tous ces anciens forçats une vie rude de travail, de misère et de douleur d'un retour impossible. Embarqués bien malgré eux dans l'histoire de la colonisation française, les Arabes de Nouvelle-Calédonie vont apprendre à survivre. Ces anciens bagnards mis sur concession ont été mis sur concession à une époque où on ne donnait plus les terres, mais où on les faisait payer aux bagnards. Ils étaient libérés sur 4 hectares. Mon grand-père, ils étaient 20 sur 4 hectares. Hein. Il avait 18 gosses, la mère, le père et 2 belles-filles. Comment ils ont vécu? Comment ils ne sont pas tous morts? Parce qu'ici, il n'y avait rien ne se vendait, personne n'avait de l'argent. Mais vous savez ce que c'est qui les a sauvés? C'est la solidarité. Sinon, ils seraient tous morts. On peut considérer que sur les 22 000 transportés bagnards qui ont été envoyés en Nouvelle-Calédonie, 97-98% d'entre eux sont restés en Nouvelle-Calédonie, sont morts en Nouvelle-Calédonie, soit en ayant cette petite concession, soit en tant que libérés. Au fur et à mesure, on a eu en fait une communauté qui s'est cristallisée ici sur Nessadio. Cette vallée, pendant longtemps, a été un endroit délaissé de la Calédonie. On l'appelait la vallée du malheur, ça dit tout. Les gens ici survivaient plus qu'ils ne vivaient. Donc c'est créé une espèce de bulle avec le maintien d'un certain nombre de traditions. Quand vous êtes dans une situation de survie, en fait, il faut bien vous rattacher à quelque chose. Et l'assise de la communauté de Nessadio, ça a été de tirer une fierté de la capacité de leurs ancêtres à survivre et à surmonter une vie extrêmement difficile. Ils ont été malheureux, ces gens-là. Très, très malheureux. Hein. Il y en avait qui n'avaient rien et puis... Les gens se sont retrouvés pendant plusieurs générations dans un espace fermé où peu de gens en fait venaient parce que la route était mauvaise. Et donc se sont conservées des traditions dans la vallée de Nessadio, en particulier liées aux ancêtres arabes d'Afrique du Nord. À partir de ce moment-là, on a un lieu saint et va se créer un cimetière sauvage musulman, ce qui va faire un pôle d'ancrage culturel, religieux, identitaire. Loin de leur famille et de leur pays, certains Maghrébins vont se marier avec des femmes d'origine européenne, kanak ou indonésienne, et vont donner naissance à une première descendance métissée. Une des particularités de l'histoire des Arabes, c'est que contrairement aux condamnés au bagne qui étaient français et qui avaient le droit de faire venir leur famille, leurs femmes, leurs enfants s'ils en avaient, éventuellement leurs frères ou leurs sœurs, éventuellement même leurs parents. Tout ça, c'était payé par la France dans le cadre du processus colonial. Les seuls qui n'avaient pas le droit de faire venir leurs femmes et leurs enfants, c'étaient les Algériens. Donc les Algériens ont été obligés, pour faire descendance, de se marier avec des femmes d'autres ethnies, en particulier des Françaises, en particulier des très jeunes filles de bagnards. C'était des Françaises parce que les Françaises aussi, ils étaient condamnés là-bas, ils les emmenaient ici, là. Mais comme les musulmans, ils étaient en brousse, et ben, c'est là qu'ils se trouvent à se marier avec. Il y a 2 ou 3 qui sont mariés avec des mélanésiennes. Le résultat de ça, c'est que dès la première génération, on a affaire à des métis, et dès la première génération, toute une partie du bagage culturel d'Afrique du Nord ne peut pas se transmettre. La religion a du mal à se maintenir. Ces enfants ne vont pas à l'école de la République, parce que l'école de la République n'est pas intéressée par ces enfants. Donc la seule manière pour ces enfants d'aller à l'école, c'est l'école des curés. Or, ils s'appellent tous
Tayeb, Ben Salah, Mohamed, etc., etc., etc. Pour pouvoir aller à l'école des curés, il faut qu'ils soient baptisés et qu'ils aient un nom chrétien. C'est ce qui vous explique que quelqu'un qui est né Tayeb Haïfa, toute la Calédonie le connaît sous le nom de Jean-Pierre Haïfa. Ce qui fait qu'à la 3e génération, on se retrouve avec une génération sans passé, une génération qui se projette uniquement vers l'avenir. Si les familles maghrébines ont dû se reconstruire sur place, les populations de Bagnères, originaires de métropole, ont eu beaucoup plus de facilité pour s'installer sur le territoire calédonien. Donc pour ceux qui ont la concession, il va y avoir la possibilité, une fois qu'ils ont cette concession, de faire venir leurs femmes, s'ils étaient mariés en métropole. Et puis l'État, dans sa grande générosité, invite l'ensemble de la famille. C'est-à-dire que ce voyage, il est offert non seulement à l'épouse, mais aussi au grand-père, grand-mère, tonton, tantine, enfin tous ceux qui veulent venir s'établir. Et puis pour ceux qui sont en concession, mais qui sont célibataires. Donc là, on va aller jusqu'en métropole, chercher des femmes condamnées, volontaires, dans les prisons de France. Celles qui sont volontaires, qui acceptent, viennent ici et vont donc pouvoir se marier avec un condamné concessionnaire. Mais ensuite, il y a les 10 ou 15 000 libérés qui n'ont pas eu la concession, qui se sont retrouvés à vivre en Calédonie, souvent en vivant de petits boulots à droite à gauche. On se fait embaucher sur une station d'élevage pour devenir ce qu'on appelle ici les stockman, donc les ouvriers agricoles, enfin, qui s'occupent notamment du bétail. Et ces hommes-là, ces 10 ou 15 000 hommes, forcément, ils ont eu eux aussi des enfants. Et la plupart du temps, ce sont avec des femmes kanaks. Les enfants qui vont naître de ces unions vont être élevés en tribu en réalité. Donc ce sont les métis kanaks, la première génération importante de métis kanaks. Et donc le poids du bagne dans le peuplement de la Calédonie, que ce soit de façon contrôlée et chiffrée, ou que ce soit de façon beaucoup plus diffuse, sans qu'on ait forcément les chiffres, elle est très 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 importante. 1870. En France, c'est la fin du Second Empire. L'armée prussienne assiège la ville de Paris et la famine sévit dans les faubourgs. Un gouvernement provisoire, sous la conduite de Léon Gambetta, est alors formé pour défendre la patrie. En février 1871, la guerre contre la coalition germano-prussienne s'achève. Adolphe Thiers prend les rênes du nouveau gouvernement en cédant l'Alsace et la Lorraine et en permettant aux armées ennemies de défiler dans Paris. L'Assemblée nationale se réfugie à Versailles, la population gronde. Les armes et les canons disséminés dans Paris sont récupérés par des insurgés. C'est le début de la Commune de Paris, véritable guerre civile qui met la ville à feu et à sang. La répression sera sanglante. Les communards survivants sont envoyés en Nouvelle-Calédonie. Quelques descendants des communards condamnés au bagne racontent. Ça s'est terminé, disons, par un horrible massacre où des centaines de communards ont été assassinés et abattus devant le mur des Fédérés au cimetière du Père-Lachaise. Malheureusement, derrière, il y a eu pas mal de morts. On parle de quasiment 1000 morts du côté des Versaillais et 4000 du côté des Fédérés, plus après tout ce qui a été comme répression, où il y a eu plusieurs dizaines de milliers de morts. Il y a eu ceux qui ont été pris les armes à la main, qui ont été fusillés quasiment instantanément. Il a toujours nié, parce qu'en fait, leur défense, c'était de nier. Il a toujours nié, mais on a dit, bon, de toute façon, il a participé au combat de la butte aux cailles, il part en Nouvelle-Calédonie. Et donc, il a été arrêté, jugé, condamné à la déportation. Il a été arrêté après, effectivement, la semaine sanglante, qui est la semaine de mai 1871, où le conflit des Fédérés a été écrasé. Donc sa condamnation en octobre 1871 ayant été basée sur des circonstances atténuantes, il a été effectivement déporté ici à l'île des Pins en déportation simple. François Victor Cormier donc, il est condamné à la déportation simple.
et se retrouve donc à l'île des Pins en 1872. C'est quasiment 4000 déportés politiques qui sont arrivés ici en Nouvelle-Calédonie. Il y a eu une exception qui a été faite, c'est pour la Virginie. À bord de la Virginie, il y avait 20 femmes déportées simples qui normalement devaient aller à l'île des Pins. Mais ces 20 femmes-là, elles ont été autorisées à débarquer à Nouméa et à s'installer. À l'arrivée des premiers communards, il y avait quasiment rien, donc il fallait que les personnes se prennent en charge pour des constructions qui ont été la plupart légères. De baraques a pu être imaginé à partir de 1873-1874 quand les familles sont arrivées et rejoindre les prisonniers. Mais au départ, c'était quasiment la vie en pleine nature, je veux dire de la même manière effectivement que les populations autochtones. Certains, mais une minorité, s'étaient installés des petits commerces à l'île des Pins. Il y avait des épiceries, il y avait des communards qui travaillaient le bois. Il y avait beaucoup d'artistes parmi les communards, donc il y a eu de très beaux objets de sculpture faites. À l'époque, la colonie souhaitait que la charge financière que représentait l'ensemble de ces condamnés soit la plus légère possible. Donc elle incitait effectivement les gens à se prendre par eux-mêmes en charge et que ça coûte le moins cher possible à la colonie. Et il y avait aussi, mais ça c'est arrivé un petit peu après, de bonnes relations avec les Arabes. Vous savez qu'il y a eu 110 Arabes de la révolte de Kabylie qui ont été condamnés à la déportation, qui étaient à l'île des Pins dans ce qu'on appelait la 5e commune. Et les Arabes faisaient des fromages. Et là, alors, il y avait aussi un petit commerce qui s'était installé avec les Arabes de l'île des Pins. Alors, ce sont des déportés politiques. Il y a quand même eu, parmi les communards condamnés, un petit nombre de l'ordre de 300 et quelques qui se sont retrouvés mélangés au droit commun et au bagne. Le plus connu d'entre eux, c'est Jean Alemann qui a écrit ses mémoires. Et donc là, bizarrement, il y a eu un traitement différent et au regard de la loi qui les condamnait un petit peu particulier, de placer des déportés politiques au milieu des transportés. Il y a quand même eu aussi des séquences de maltraitance physique, en plus des maltraitances morales. Et maltraitance physique, c'est-à-dire, si vous lisez comment sont traités les transportés, c'est-à-dire les droits communs, avec les poussettes, les barres, les coups de martinet et tout. Bon, ben, ça s'est passé aussi pour les communards. Ils étaient astreints à résidence à l'île des Pins. Ensuite, ils étaient autorisés à résider sur la Grande Terre, à des endroits bien précis. Par exemple, il y avait une colonie qui devait s'installer à Gomène. On en avait envoyé 80 à Gomène. Ensuite, on en a envoyé à Ouégoua. Et puis certains avaient le droit d'aller travailler chez certains colons. Il n'y avait plus obligation de résidence à l'île des Pins. Mon arrière-grand-père avait fait venir sa femme et ses 2 enfants. Donc il y avait déjà une cellule familiale qui avait été reconstituée. Et lui avait un métier. Donc il avait un métier très porteur pour l'époque. Il était ferblantier. Donc quelques mois après son arrivée, s'est installé à Nouméa, la vallée des Colons, en face de l'école Élise Noëlla. Suite à son séjour à l'île des Pins, il a pu regagner à partir de 1873-1874 la Grande Terre, puisque les autorités de la colonie permettaient déjà une liberté relative sur les différentes enceintes et permettait également un relatif retour à la vie normale dès lors que les familles rejoignaient les condamnés. Et donc la femme de mon arrière-grand-père et ses 2 enfants, puisqu'il y avait deux enfants qui étaient nés en métropole, sont venus le rejoindre en 1873. Donc dès lors, il a pu effectivement retourner quasiment à une vie normale avant d'être initié en 1879 de manière complète.
et avant de faire une vie effectivement normale en Nouvelle-Calédonie en exerçant son métier de menuisier ébéniste. Tant qu'il n'y a pas eu l'amnistie, on a imaginé que cet exil serait permanent pour les communards et qu'au même titre que les transportés, certains pouvaient avoir le droit d'obtenir une petite terre. C'est comme ça que quelques déportés, avant l'amnistie, se sont retrouvés placés en concession sur Moindou. Et donc ces quelques déportés se retrouvent là, on fonde un centre agricole, et puis au moment de l'insurrection en 1878, ces quelques communards et ces colons libres de Moindou formeront eux-mêmes un corps franc, de francs-tireurs, et participeront aux opérations militaires contre les insurgés. Ce qui veut dire, et ça a souvent été l'argument de dire, bizarrement, seul Louise Michel a pris fait et cause pour l'insurrection. C'est vrai que dans leur immense majorité, les communards, pour le coup, ont défendu la nation avant de défendre une quelconque idéologie d'égalité, de socialisme ou bien de peuple que l'on aurait colonisé. Bon, ça viendra plus tard dans les idées socialistes et républicaines. En 1878, une bonne partie des communards déportés en Nouvelle-Calédonie participeront à la répression des révoltes kanaks, aux côtés des troupes coloniales. Les communards qui ont participé à la répression des révoltes d'Ataï, c'était des forçats. C'était les forçats de la commune qui ont été mis à la disposition du lieutenant Servant à Canala et à qui on avait fait la promesse que s'ils participaient à la répression et disons la prise d'Ataï, ils seraient amnistiés et ils repartiraient. Ils ont tenu leur promesse, le gouvernement a tenu sa promesse. La dernière grâce a eu lieu en 1879-1880, mais déjà avant, il y en avait eu beaucoup qui avaient été graciés et rapatriés. Et lorsqu'il y a eu l'amnistie, ça a été des milliers de communards qui ont été amnistiés en 1879-1880. Malgré l'amnistie générale, quelques communards ont décidé de rester en Nouvelle-Calédonie. Ceux qui sont restés quand ils ont été amnistiés, ils ont formé un groupe de personnes influentes en Nouvelle-Calédonie parce qu'ils se sont lancés en politique. Bien sûr, il y a eu le conseil municipal de Nouméa dans lequel il y avait un nombre important de communards. Il y avait aussi un petit noyau de francs-maçons. Maintenant, il y a beaucoup de descendants de communards en Calédonie parce que, vous savez, des familles de 5-6 enfants, ça vous fait des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Quelques années auparavant, lorsque les déportés, transportés et relégués étaient à peine arrivés sur le territoire, un ingénieur-chef du service des mines à Nouméa parcourt le pays dans le but de recenser les richesses naturelles. Jules Garnier découvre alors un nouveau minerai exceptionnellement riche en nickel. C'est le début de l'âge d'or calédonien.